Bonjour. Je me présente. Je suis Martine Berrier, je dirige le collectif d'Aja et je suis un peu comédienne à mes œuvres. Alors, le collectif d'Aja, c'est une association d'éducation populaire qui traduit dans des langages accessibles à tous les recherches en sciences sociales. Donc, nous allons commencer une conférence gesticulée et théâtralisée qui s'intitule « Nos ancêtres les migrants » et qui est tirée directement du livre de Gérard Noiriel, « Une histoire populaire de la France ». Alors, après cette conférence, eh bien, nous discuterons ensemble et je suppose que nous pourrons approfondir aussi certains sujets qui sont proposés. Donc, je vous présente Gérard Noiriel. Bonsoir à tous, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et ce soir. Effectivement, donc là c'est un exercice un peu inhabituel pour moi, mais je crois que si on veut faire vraiment de l'éducation populaire, il faut être capable aussi de changer de rôle et de pas toujours parler comme ça derrière son bureau, etc. Donc c'est pour ça que je me livre à ce genre d'exercice. Mais il y a quand même un point qui m'a inquiété dans ce que tu viens de dire, Martine, c'est que tu as parlé de conférences gesticulées. Alors, est-ce qu'il va falloir que je gesticule ce soir? Hein? Mais non, en fait, gesticuler, une conférence gesticulée, c'est une conférence où le public est amené à réagir à notre demande. Tu ne seras pas toujours assis, comme dans une conférence classique, et tu vas garder ton rôle d'historien. C'est moi qui vais gesticuler. Très bien, bon, bah, je suis rassuré. Oui, donc voilà, alors on va parler de ce thème des migrants que j'ai étendu, disons, à l'ensemble de l'histoire populaire, parce que je crois que c'est une dimension fondamentale de l'histoire. Qu'est-ce que tu fais là, Martine? Hein? Eh bien, je crée mon rôle. On m'a dit que c'était une conférence théâtralisée, alors donc, voilà... Tu joues un rôle, alors c'est ça? Je ne vais pas jouer les blondes de service qui posent des questions à l'historien. Oui. Alors, je vais faire le blond de service. Le blond de service, ok. Allez. Et je m'appelle Dagobert. Dagobert, ça me rappelle une chanson. Enfin, c'est pas le sujet. J'espère que tu n'as pas mis ta culotte à l'envers. Oh, elle est bonne celle-là. Oh. Bon, en fait, j'aimerais bien aussi que tu parles de moi. Parce que je suis et j'ai été un migrant. Ah, première nouvelle. Oui, un migrant de l'intérieur. Parce que, voyez-vous, moi, je suis née dans un petit village de l'Ain, juste à côté de Mâcon, qui est en Saône-et-Loire. Il y avait juste la Saône qui nous séparait. Et quand j'ai émigré dans le lycée de Mâcon, eh bien, les petits Mâconnais, qui n'aimaient pas trop les ploucs comme moi, ils m'ont appelé le ventre jaune. Oh. Le ventre jaune. Alors ça, je dois dire, j'avais entendu parler des gilets jaunes. Hein. Et les ventres jaunes, même dans les archives, je n'en ai jamais entendu parler. Alors, tu peux nous en dire plus? Ben oui, le ventre jaune, parce que, en fait, en Bresse, on élève des poulets, et donc on les nourrit au maïs, et ça leur donne la peau jaune. Et donc c'est pour ça qu'on m'a appelé le ventre jaune. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Complètement gaga, Ouais. celui-là, Bon, complètement toqué. Il a une drôle de tête, ce type-là. C'est une chanson de Pierre Vassilius, non, ça? Ouais, d'accord. Bon, en fait, Pierre Vassilius, c'est mine de rien, ça, je sais pas, vous vous souvenez peut-être de lui, il avait une moustache aussi, hein, mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de points communs, parce que c'est une chanson qui a en apparence un air très, très superficiel, mais qui rappelait quand même son histoire, puisqu'il était issu d'une famille de réfugiés roumains, qui avaient fui l'antisémitisme
avant la guerre, et donc il avait vécu, lui, des choses sans doute bien plus dramatiques que ces petites anecdotes des ventres jaunes. Hein. Anecdote. Se faire traiter de ventre jaune, c'est qu'une petite anecdote. C'est pas plutôt une insulte à mes ancêtres, les Gaulois. Ah, les ancêtres gaulois. Bon, c'est parti des Parfaitement. Les Gaulois réfractaires, c'est ça? Ouais, bon. On m'a toujours dit que je ressemblais à Vercingétorix. Ok, bon. On va régler la question une fois pour toutes. Je vais vous montrer d'où viennent vos ancêtres. Regardez cette carte. Vous voyez? Voilà. Le berceau de l'humanité, Homo sapiens, c'est l'Afrique. Il y a 200 000 ans. Et ensuite, eh bien, on a eu des migrations qui ont progressivement peuplé tous les continents. C'est pour ça qu'on peut tous dire nos ancêtres les migrants, y compris, vous voyez, les Européens, et donc un pays qui s'appelle la France aujourd'hui, où il y a à peu près 40 000 ans sont arrivés donc ces premiers migrants. Oh, vous n'allez pas nous dire que tous nos ancêtres étaient des Africains? Ben, si, Dagobert, mais j'ai l'impression que ça ne vous fait pas plaisir. Bon, Hein? en fait, alors, comment vous expliquez les races? Hein, il y a différentes races, là. Il y a les blancs, les noirs, les asiatiques. Bah, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul savant sérieux qui reprend à son compte la notion de race, en tout cas sur le plan biologique. On va faire un petit quiz, si vous voulez bien. Hein, vous voulez bien? Un quiz de génétique. Bon. On estime qu'à peu près, les êtres humains ont 20 000 gènes. Hein, tous les êtres humains ont à peu près 20 000 gènes. Alors, la question que je vais vous poser, combien vous croyez que vous avez, vous, Dagobert, de gènes en commun avec un Africain, un Asiatique, un Amérindien, etc. Moins de 50%, entre 50 et 90 ou plus de 99. Oh bah fastoche, hein. Moins de 50% évidemment. Hein. Bon, vous êtes d'accord avec Dagobert? Non. Non. Combien? Voilà, ouais, bah, oui, voilà. Quand on fait ces spectacles avec des lycéens, etc., ils ne connaissent pas tous la bonne réponse. Hein. Mais vous, voilà, vous êtes avertis, effectivement, plus de 99%, même 99,8%. Bon, et alors comment vous expliquez les différences physiques, les blonds, les bruns, les bronzés, les roux? Eh ben, c'est le résultat justement de ces migrations au cours du temps. Eh bien, les physiques, les physionomies ont changé en fonction du climat, du relief, etc. Et surtout en fonction des migrations, des échanges entre populations. Ceux que vous appelez les Gaulois, en fait, c'était des Celtes. Il y a eu pendant des milliers d'années des migrations celtes qui venaient d'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest. Et puis après les Celtes, il y a eu les Romains. Les Romains qui ont colonisé les Celtes, et c'est les Romains qui les ont appelés Gaulois d'ailleurs. Hein. Et le résultat de ces échanges, ça a donné ce qu'on a appelé la civilisation gallo-romaine. Donc un des points sur lesquels j'insiste le plus, c'est que les migrations, c'est un facteur fondamental du progrès des civilisations. Oh, oh. Alors là, monsieur l'historien, vous avez oublié quelques moments d'histoire. Hein, parce que moi, j'ai appris dans les livres d'histoire qu'il y avait des hordes de barbares qui avaient envahi notre France et qui l'avaient mis à feu et à sang. Hein. Il y a eu les Ostrogoths, et puis les Sarrasins. Hein. Et d'ailleurs, j'ai lu un article là, dans Google il n'y a pas longtemps, hein. Je vais vous montrer moi. C'était à propos de Charles Martel. Bon, bah, attention, mon ordinateur, j'y tiens. Mais je gère. Alors, attendez, Google. Voilà, Charles Martel. Ah, voilà. Charles Martel, mythe ou réalité. Alors, la plus puissante des familles franques, dans le pays de Metz, devint célèbre autant qu'elle avait pour chef Charles, surnommé Martel, parce qu'il a écrasé comme avec un marteau les Arabes qui avaient envahi la Gaule. Hein? Ainsi, Charles Martel a empêché les Arabes de conquérir notre pays. Eh bien, si Charles Martel n'avait pas arrêté les Arabes à Poitiers, eh bien moi j'aurais peut-être une grande barbe là, et puis je serais avec une djellaba. Oh là là, attention au fantasme. Bon, vous savez, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Bon, vous avez entendu parler quand même des fausses nouvelles, des fake news, etc. Bon, là, vous avez un bel exemple. Puisqu'en fait, ce site, regarde, Polémia, c'est un site d'extrême droite qui, évidemment,
véhicule toute une série de contre-vérités pour alimenter la forme de racisme qui domine aujourd'hui en France, qu'on appelle l'islamophobie. Alors, il est vrai que cet historien dont on vous parle ici, Ernest Laviste, a existé. C'était même l'un des principaux historiens français à la fin du 19e siècle. C'est lui qui a fabriqué les manuels scolaires que des générations de petits Français ont appris par cœur. Mais aujourd'hui, pas un seul historien sérieux ne pourrait reprendre à son compte ce genre de choses. Les spécialistes qui ont travaillé là-dessus nous disent qu'on ne sait même pas si cette bataille a eu lieu à Poitiers, on n'est même pas sûr de la date, et surtout, eh bien, ces batailles, là, de l'époque, il y en a eu beaucoup, n'ont jamais empêché que les relations entre les peuples se poursuivent. Les relations entre chrétiens, musulmans, entre arabes et francs ont continué pendant des siècles. D'ailleurs, Dagobert, puisque vous avez l'air d'être un homme cultivé, je vais vous demander de me lire cette phrase. Vous voulez bien? Hein? Allez-y. Alors, je vais dans un magasin pour acheter une jupe, une chemise en coton et un gilet. Oh ben non, non, monsieur, non, ça va pas là, une jupe. Je vais pas mettre. Non, mais c'est pas le problème je voudrais que vous me disiez combien vous voyez de noms dans cette phrase. Alors, magasin, jupe, chemise, coton, gilet. Ça fait 5. Bravo. Alors la question que je vous pose, c'est combien, d'après vous, y a-t-il de noms qui sont d'origine gauloise, c'est-à-dire celte, et combien de noms d'origine arabe dans cette phrase? Bah, c'est du français. Hein. Oui, ben justement, la langue, vous savez, c'est aussi la trace. Les langues sont la trace des migrations qui se sont succédées au cours du temps, parce qu'elles ont conservé des origines différentes dans le langage. Alors, allez-y, par exemple, je sais pas moi, par exemple, magasin, est-ce que c'est d'origine celte ou d'origine arabe, d'après vous? Celte. Non, arabe. Ensuite, jupe. Celte. Ben non, c'est arabe. Pas de chance, hein. Et chemise. Arabe. Ben non, c'est celte. Et oui, bon, ben dans cette phrase qu'on a pris comme exemple, si vous voulez, c'est une phrase de français tout à fait courant, et bien sur 5 noms, vous en avez 4 qui sont d'origine arabe et 1 qui est d'origine celte. Voilà, ça c'est un exemple, si vous voulez, des échanges migratoires qui se sont poursuivis tout au long des époques, hein, jusqu'à nos jours. Bon. Mais monsieur l'historien, alors pourquoi on nous parle sans arrêt dans nos livres d'histoire, de bataille et de guerre hein? Comment je pourrais vous expliquer ça, Dagobert, pour que vous puissiez comprendre? Est-ce que vous regardez la télé? Ouais, oui. Oh, je regarde BFM TV, il y a tout le temps des tas de choses à voir. Ça n'arrête pas toute la journée. On voit des images, Bon. c'est super, c'est super. C'est super. Bon, alors prenons l'exemple. Imaginez un Martien qui ne connaîtrait la France qu'en regardant BFM TV. Qu'est-ce qu'il dirait? Il verrait des terroristes toute la journée, des pédophiles, des assassins, des gens qui brûlent, des casseurs qui brûlent les Champs-Élysées, les magasins, etc., des inondations, des incendies, etc. Bon. Alors évidemment, au Moyen-Âge, il n'y avait pas BFM TV. Ils avaient au moins ça de positif. Bon, mais il n'y avait pas de journalistes non plus, mais il y avait des moines. Et c'était les moines qui tenaient les chroniques avec lesquelles on a écrit l'histoire de France après. Et évidemment, ben, ces moines, ils notaient les événements exceptionnels, les batailles, les guerres, etc. Du coup, on a retenu que ces événements-là, alors que le quotidien des gens, eh bien, se passait de manière beaucoup plus pacifique avec ces échanges entre populations. Justement, j'ai trouvé dans les archives un document qui date de l'époque de Jeanne d'Arc, vous voyez, début du XVe siècle, qui est très intéressant parce qu'il nous offre le regard de Parisiens, ça se passe à Paris, lorsqu'arrive dans la capitale un groupe de migrants que personne n'avait jamais vu. Martine, tu peux peut-être enlever ta moustache là? On va mettre de côté Dagobert un moment, puisque tu es comédienne, tu peux peut-être nous lire ce texte. Hein? Vas-y. Les hommes estoîtres et noirs, les cheveux crespèzes. C'est du français?
c'est du français de l'époque, hein. Faut pas croire que Jeanne d'Arc parlait français comme nous. Voilà, la langue française n'était pas encore tout à fait fixée, et il y avait énormément de dialectes différents, etc. Mais c'est pas ça le problème. Vas-y, relis le... Les hommes, espoirs très noirs, les cheveux Non, crespèzes. Martine, je sais pas, tu nous as dit que tu étais comédienne, alors je voudrais que tu mettes le ton, que tu incarnes pour faire comprendre au public un petit peu l'atmosphère de cette époque-là. Ok. Ok. Je crée mon rôle. Ah. Bon, n'en fais pas trop quand même. Les hommes, espoirs très noirs, les cheveux crespèzes, les plus laides femmes que l'on puisse voir, et les plus noires, tout avoir le visage de plaie, labouré de rides, les cheveux noirs, comme la queue d'un cheval, pour toute robesse, une vieille flossoie, couverture de lit, très grosse, d'un lien de drap ou de corde lié sur l'épaule, et dessous, une pauvre roquette ou chemise pour tout par mince. Brief, c'est toi, plus pauvre créature que on vit honte venir en France de âge d'homme. Ah, et néanmoins, leur pauvreté en la compagnie à voir, sorcière, qui regardoit, est-ce main des gens et dis-moi ce que advenu leur à advenir. Voilà. Bravo. Non, mais il faut me le dire, hein, ça m'encourage. Bon, les artistes, ils sont souvent très narcissiques. Hein. Bon. C'est pas le plus important. Je ne sais pas si vous avez compris de quel groupe de migrants il s'agissait là. En fait, ce sont des migrants qu'on appellerait aujourd'hui des Roms, qu'on appelait à l'époque égyptiens souvent, ou gypsies en anglais. Donc, si vous voulez, dès cette époque-là, on a eu et beaucoup de gens croient que les Roms sont arrivés dans la période récente, pas du tout, presque aussi ancien que l'histoire de France. Hein. Alors, ils venaient de la péninsule indienne, hein, puis petit à petit, souvent d'ailleurs, en raison des persécutions qu'ils subissaient, ils se sont déplacés, et certains d'entre eux donc, sont arrivés au début du XVe siècle jusqu'en France. Et alors, c'est déjà l'image de la sorcière de la bohémienne, hein, avec les lignes de la main, etc. Mais ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que beaucoup d'entre eux se sont fixés dès ce moment-là en France. Et donc aujourd'hui, il y a des Français qui ont des ancêtres roms et qui ne le savent même plus. Et ça, c'est un phénomène qu'on pourrait généraliser. J'aurais pu prendre d'autres exemples. Il y a eu énormément de migrations de tous ordres qui n'ont même jamais été répertoriées dans les textes, dans les écrits, notamment dans le bassin méditerranéen. Il y avait beaucoup de commerçants syriens, et puis également des juifs qui avaient fui les persécutions depuis l'Empire romain et qui, comme ça, certains s'étaient aussi installés donc dans le royaume de France. Autre élément, c'est ce qu'on appelle encore d'ailleurs les migrations forcées. C'est-à-dire là des gens qui n'avaient pas, eux, voulu émigrer, quitter leur terre, mais qui avaient été obligés parce qu'ils avaient été réduits en esclavage. Donc ça, c'est l'esclavage des Africains. Plusieurs millions d'Africains vont être déportés dans le premier empire colonial français, aux Antilles, en Guyane, à Réunion. Et ceux qui ont traversé l'Atlantique, eh bien, beaucoup sont morts pendant le voyage, et la plupart des autres ont perdu leur nom et leur identité. Oh, ça me rappelle une chanson qu'on nous a donnée à Montauban. C'était une association militante, hein, qui s'occupait des réfugiés. Et justement, cette chanson parle vraiment de la perte d'identité. Oui. Dis-moi, il y a une guitare là derrière. Ah oui. Tu pourrais peut-être nous la jouer. Ah, bah ouais. Ah non, moi je croyais que c'était toi qui jouais de la guitare. Mais non, allez, te fais pas prier, allez Gérard, allez. Alors là, j'espère que le public sera indulgent, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai croqué la guitare pour le stylo, donc ça va sûrement pas être parfait, mais en hommage pour toutes ces victimes des persécutions, je veux bien, on y va.
J'ai traversé la mer et j'ai quitté ma terre. J'ai traversé la mer et j'ai quitté ma terre. Mon nom n'est pas le mien et j'ai perdu l'ancien. Mon nom n'est pas le mien et j'ai perdu l'ancien. Voilà, c'est bien. Bon, merci. J'espère que personne ne filme, hein. Bon. Puis après on retrouve ça sur, vous savez, Facebook, tout ça. Là, la réputation, on prend un coup. Mais il y a longtemps qu'on n'a pas vu Dagobert, hein. Je me dis qu'on a peut-être réussi à le convaincre avec nos arguments, la musique, tout ça. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Dagobert, le voilà. Non mais, c'est pas possible ça, non mais, ça n'a rien à voir, enfin, quoi, alors, tu nous as dit qu'il y avait eu les Homo sapiens, les Celtes, les Romains, les Roms, les Arabes, les Juifs et les esclaves africains. Et tous ces gens se sont fondus dans notre société pendant des siècles et des siècles. Mais maintenant, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est vachement plus violent. On est envahi par des tas de migrants qui ne nous aiment pas. Oh, qu'est-ce qui vous a dit ça, Dagobert? Hein? Ben moi j'aime le foot. Ah. Ouais. Okay. Et j'ai tous les matchs de l'équipe de France dans une clé USB. Ouais. Et donc, je vais vous montrer un petit reportage. Et quel rapport avec qui a eu lieu. Bah, tu vas voir. Je sens le mauvais truc. Voilà. Bonsoir et bienvenue à tous. On commence donc avec ces faits qui font scandale. L'hymne national, la Marseillaise, a été copieusement hué hier soir avant le match France-Tunisie et cet affront tourne à l'affaire politique. Les condamnations se multiplient, on va s'y arrêter assez longuement. D'abord les faits, retour sur la soirée d'hier avec Manuel Tissier et Frédéric Delarue. Avant même les premières notes, les sifflets descendent des tribunes. Combien sont-ils à huer la chanteuse franco-tunisienne Lame? Nul ne le sait. Mais l'hymne national devient presque inaudible dans un stade de France où les supporters de la Tunisie sont en majorité. Eh bien, vous voyez, ces jeunes, c'était des enfants d'émigrés tunisiens et algériens. C'est bien la preuve qu'ils n'étaient pas intégrés. Alors, ça, ce que j'ai jamais compris, c'est comment on peut parler, comme ce journaliste, d'affaires politiques, parce que vous avez quelques jeunes qui ont sifflé la Marseillaise. Il y avait aussi la même chose avec le match France-Algérie. Moi, j'ai répondu à ça en historien, en tirant du passé une archive que je vais vous lire aujourd'hui, qui concerne une affaire du même genre qui s'est produite il y a 137 ans. Et à ce moment-là, c'était déjà une question France-Tunisie, mais dans un contexte un peu différent, parce que c'est le moment où la France a colonisé la Tunisie, qui est devenue un protectorat français, et pour cela, l'armée française a chassé les Italiens. Donc cette armée est rentrée en France, à Marseille, et elle a été accueillie par la population. Je vais vous lire l'extrait de ce journal, donc, qui date de 1881, juin 81. Alors arrivé devant le cercle des officiers, situé rue de la Canebière, le général Vincent Don et son état-major ont reçu de nombreux bouquets. Des bravos ont éclaté de toutes parts quand les musiciens ont joué la Marseillaise. Mais au moment du défilé, des coups de sifflet ont éclaté. On les a attribués à de jeunes immigrés italiens mêlés au public. Aussitôt, la foule indignée s'est portée en masse contre le cercle italien que la police a été obligée de protéger. Voilà, ça fait 137 ans qu'on alimente les mêmes histoires. Et donc, évidemment, qui irait dire aujourd'hui que les Français d'origine italienne ne sont pas intégrés? Et pourtant, à l'époque, je peux vous dire que les pauvres Italiens, ils en ont bavé. Vous avez eu, parce que c'était
fin 19e, il y a une grosse crise économique qu'on appelle la Grande Dépression. Le chômage se développe de façon extrêmement forte. Et donc, il y a des rivalités entre ouvriers français et italiens. J'ai même écrit un livre là-dessus, sur le massacre des Italiens à Aigues-Mortes, qui a fait 10 morts, une cinquantaine de blessés dans le rang des Italiens. Et ensuite, il y a aussi le terrorisme, ça existait déjà à cette époque-là. On a un anarchiste italien qui a assassiné le président de la République française en 1894, d'où chasse à l'italien un peu partout. Donc on a là, vous voyez, des événements d'une violence assez forte à l'égard de ces Italiens. Oh, je ne suis pas raciste, hein, mais quand même, hein, on ne peut pas admettre que des étrangers viennent commettre des crimes chez nous et prennent le travail des Français, hein. En général, je n'aime pas, vous voyez, quand quelqu'un commence à parler en commençant sa phrase par « je ne suis pas raciste, mais », c'est toujours mauvais signe. Hein. Bon. Alors, évidemment, bon, le début du racisme, presque depuis cette époque-là en tout cas, parce que c'est l'époque aussi, vous voyez, le début de la Troisième République, c'est le début de la liberté de la presse, donc il y a une rubrique qui prend une importance de plus en plus grande, c'est la rubrique des faits divers. Et très souvent, les xénophobes, les racistes s'emparent de ces faits divers, mais le racisme commence quand on généralise. Donc effectivement, ces faits divers sont vrais, on peut montrer que tel ou tel étranger a commis un méfait, un crime, etc. Mais après, il y a ce phénomène de généralisation qui alimente donc l'intolérance. Et dès cette époque-là, on voit monter comme ça deux camps au sein de la société française, et leur rivalité est accentuée par le fait que c'est une période aussi où les minorités sont persécutées en raison de la montée des nationalismes un peu partout. Et donc, par exemple, les Arméniens, une période où les Arméniens commencent à être persécutés massivement, à l'époque c'était encore l'Empire ottoman, et puis les Juifs, notamment en Pologne et surtout en Russie. Le mot pogrom, d'ailleurs, c'est un mot russe qui a été traduit en français. Et donc ces réfugiés persécutés demandent accueil à la France, en vertu évidemment, la France dit pays des droits de l'homme, mais on voit deux camps se constituer. Ça va se nouer à l'époque surtout autour de la question de l'antisémitisme. Alors, pour ne pas trop développer ça, j'ai écrit un petit texte, un petit dialogue avec deux personnages, l'un qui représente donc le point de vue de l'extrême droite antisémite et l'autre le camp, la défense des droits de l'homme. Donc, je vais demander à Martine si tu veux bien, encore une fois, enlever ta moustache et nous jouer peut-être cette scène-là entre les deux personnages. Hein? Voilà. Vas-y. Non, mais c'est un dialogue, là, je ne vais pas pouvoir. Ah bon? Par contre, je peux peut-être essayer en marionnette. En marionnette? Bah, t'as des marionnettes dans ta valise? Non, mais j'ai mes mains. Oh là. On va le temps qu'elle transforme ses mains en marionnettes. Pour décrire un peu le contexte. Donc, c'est le contexte, beaucoup d'entre vous connaissent, mais de l'affaire Dreyfus. Donc, c'est l'affaire politique peut-être la plus importante de la France contemporaine. Alors, le capitaine Dreyfus n'était pas évidemment, lui, un migrant. C'était un Français de confession juive qui était officier et qui est accusé par les antisémites d'avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne, ce qui était archi faux, mais il est condamné par le tribunal militaire et envoyé donc en prison dans une île lointaine. Du coup, il y a une mobilisation qui se fait, sa famille, ses amis se mobilisent, ils ont les preuves de son innocence, mais le camp antisémite refuse donc de réviser le procès parce qu'il considère que ce serait une insulte à l'armée française. Alors, le chef de file du camp antisémite, à l'époque, s'appelle Édouard Drumont. C'est un journaliste donc, qui sera député d'ailleurs à un moment donné et qui défend donc les arguments d'extrême droite, xénophobes et antisémites. Et de l'autre côté, l'autre personnage qu'on a privilégié, c'est un écrivain bien connu, Émile Zola. Émile Zola va s'engager à fond donc pour la défense de Dreyfus au nom donc des valeurs de la République, des droits de l'homme.